Alors, tu as commencé très jeune, évidemment, avec ta carrière d'humoriste. Oui. À quel âge tu as commencé? À 19 ans. 19 ans, c'est ça. J'ai commencé à 19 ans, première fois sur scène à 14. Ouais. Ouais. Et puis évidemment en France, tout le monde te connaît avec les Energy Awards. Energy Music Awards. Que tu as animé pendant 6 ans. 6 ans, on m'en parle encore aujourd'hui. Ouais, j'imagine que c'est le truc qui fait dans la je faisais un podcast hier encore, ils m'en ont parlé, on en a parlé pendant le tiers du podcast. Quoi, c'est sur quoi? Sur les rencontres que tu as faites? Les rencontres, ça les a marqués à cette époque, et puis que c'était différent à cette époque que maintenant, et puis pourquoi ça a changé, ce que j'ai vécu, blablabla, ma façon de faire les choses. Ta manière d'animer et tout ça. Ma manière d'animer. Elle était un peu disruptive à l'époque. C'était à l'époque, on m'avait engagé parce qu'ils voulaient faire un show qui ressemblait au MTV Awards, version française. Et puis quand on m'a approché, ils ont dit on a besoin d'un showman comme aux États-Unis. Aux États-Unis, toutes les cérémonies de remise de prix sont présentées par des humoristes depuis des années. Et puis en France, c'était nouveau. D'ailleurs, on a joué avec ça la première année où il y avait Foucault et moi, Jean-Pierre Foucault et moi, dans la même limousine, et on se rendait aux Energy Awards, et tous les deux, on dit content partager la voiture avec toi, Jean-Pierre, et puis tu fais quoi? Mais je vais présenter l'émission. Non, mais c'est moi qui présente l'émission. Et puis c'était... et puis je lui bloquais l'accès à la salle pour pouvoir prendre sa place. Et donc mais il y avait des artistes qui étaient très inquiets, qui avaient appelé la prod en disant on ne peut pas engager un humoriste, il ne saura pas comment se présenter, il va se foutre de notre gueule, c'est pas bon, pourquoi tu fais ça, tu vas tout gâcher, ta. Et ces mêmes personnes-là venaient dans ma loge après pour me dire à quel point j'étais formidable. Mon producteur de l'époque roulait des yeux, il était dégoûté, il dit tu vois, tous ces gens là qui sont venus, ils m'ont appelé avant pour me dire de ne pas t'engager, que c'était une mauvaise idée, que ça allait être une catastrophe, que c'était ci, c'était ça. Effectivement, tu es aussi, tu es encore un petit peu moins connu dans cette registre-là, mais tu es chanteur. Chanteur aussi. J'ai fait des albums qui sont... j'ai fait un album qui est sorti au Québec, un mini-album qui est sorti au Québec et en Suisse romande, mais que j'ai pas sorti en France ni en Belgique, mais qui est disponible sur toutes les plateformes, toujours. Allez le voir, ça s'appelle Finally. C'est en anglais, et puis j'en suis très fier. Et je voulais le faire, ça c'était un rêve que je chérissais depuis des années, et donc je l'ai fait, on en avait parlé. Donc ça aussi, ça fait partie de moi. J'en ai profité pendant le congé forcé pour terminer le congé Covid pour terminer ce projet-là. Donc ça, c'était cool. J'en ai profité pendant le congé aussi pour devenir maître praticien et coach en programmation neurolinguistique, en PNL, par le groupe de rap, ceux qui... Tu es dans PNL ou quoi? Qu'est-ce que t'arrives, frère? Frère, ou quoi? Parce que c'est vrai que je ne sais pas si on te connaît vraiment sous cet aspect-là, mais tu es passionné de développement personnel et tout ça, et notamment ton spectacle Happy, évidemment, tu as vu. J'avais lu le livre. On se connaît depuis des années. J'avais lu le livre et tout. Donc tout ça, passionné de tout ça. La PNL, j'ai découvert la PNL ceux qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est la PNL? Parce que je te sens venir, je t'entends. Tu vas me poser la question, même si toi tu sais ce que c'est. Je vais dire, mais pour ceux qui nous regardent, qui savent pas. La PNL, en gros, rapidement, c'est l'art de la communication avec soi-même et les autres. C'est une façon de se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant nos 5 sens, le système nerveux et le langage. Et en PNL, on étudie aussi ce qu'on appelle les comportements et les stratégies à succès, où on prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine X ou Y, on décortique sa recette et on le modélise. On refait ce qu'il a fait pour arriver au même résultat, mais plus vite. Voilà. Avec des ancrages. Oui, avec des ancrages. Puis grâce à la PNL, tu apprends à apprendre plus rapidement et plus efficacement. Voilà. Et donc, tu apprends notamment à être heureux. Oui. Et donc, tu partages justement dans Happy, tu partages les clés. Exactement, les points communs qu'on vit aussi didactique, enfin, au-delà de l'humour, évidemment. Exactement. Ou de ton aspect showman et tout ça, il y a quand même il y a un fond qui est très chouette dans Happy. Merci beaucoup. Venant de toi, c'est un beau compliment. Quelles sont les clés que tu partages justement, j'ai étudié ce que les gens heureux faisaient pour être happy, les points communs, et puis on en a gardé
douzaine, je crois, à peu près. Et bon, il y a plein de choses. Il y a des... Sans faire les vannes qui vont avec. En fait, je les illustre de façon cartoonesque dans le spectacle. Il y a des trucs très simples, bien sûr, connais-toi toi-même. Donc, c'est intéressant de faire un bilan de sa vie, de ce qu'on a fait de bien depuis qu'on est sur cette terre. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, je vais développer, il faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est facile de dire ça, il faut apprendre à s'aimer soi-même. C'est pas évident, c'est pas évident. On est toujours gentil avec les autres. Les gens heureux, en fait, ils ont dit, bon, Anthony, pour être heureux, on va te donner un truc pour y arriver, pour apprendre à s'aimer soi-même. Parle-toi comme si tu t'aimais. Parle-toi comme si tu t'aimais. Avec les autres, on est toujours gentil. Ça va, Julie? C'est beau ta robe, Quentin. J'adore tes baskets. Bonne journée, bon appétit. Et nous, on se parle comme si on était la dernière des ordures. Ah, je suis trop gros, je suis trop nul, je suis pas ceci, je suis pas ça. Tu as une belle grosse bouse fumante. Le bonheur, ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur, pas le sens inverse. Donc, tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Ça veut dire quoi, en fait? En gros, si t'es con, ben, tu vas attirer des gens cons. Si t'es gentil, tu vas attirer des gens gentils. Bref, si t'es entouré de cons, pose-toi des questions. C'est ça. Parce que justement, ce que tu dis, c'est vrai en même temps. Tu essaies d'être gentil, mais souvent c'est une façade parce qu'en fait, la manière dont tu es avec les autres est le reflet de la manière dont tu es avec toi. Et quand quelqu'un est désagréable avec les autres, c'est probablement qu'il est très, enfin sûrement qu'il est très désagréable avec lui. Non, mais il y a des gens aussi qui sont très gentils avec les autres, mais avec eux-mêmes, sont mais c'est une façade horrible avec eux-mêmes, se détruisent. Chaque jour, on se traite de ci. Comment tu parlerais à ton meilleur ami? Si tu dis ton meilleur ami, il fait une gaffe. Là. Est-ce que tu vas dire t'es une merde? Non. Tu vas dire bon, c'est pas grave. Mais si toi, exemple, je fais tomber la bouteille, je dis mais je suis nul, je suis con, je suis désolé, Paul, je suis vraiment con. Mais si toi tu fais tomber la bouteille, je dis c'est pas grave, Paul, on va l'essuyer. Il faut se parler aussi, comme si on parlait à notre meilleur ami. Mais là, c'est les conventions aussi. Tu vois, parfois, vraiment sur le fait de la bouteille, tu peux avoir quelqu'un, un enfant, on va lui dire espèce de maladroit, etc. Mais à d'autres moments, mon chéri, j'espère que tu t'es pas fait mal. En fait, ça dépend ce que ça réveille en toi. Absolument. Qu'est-ce qu'a fait l'autre qui va faire que ça va te réveiller, ça résonne en toi. Tout à fait. Et quel bouton on va pousser. Être reconnaissant. Être heureux. Pour être heureux, il faut être reconnaissant. Donc tout ça, la reconnaissance le matin en se réveillant, puis chaque jour, c'est une opportunité de tout recommencer. De tout refaire, de tout améliorer, ou de tout détruire, si tu veux. Mais voilà, d'être reconnaissant, je ne veux pas faire toute la liste, mais j'en parle, mais à chaque fois illustré, de ne pas se comparer. Ça, très important. Ça, quand j'ai vraiment intégré ça dans ma vie, ça change tout. Arrête de te comparer aux autres. Compare-toi à qui tu étais hier et pas à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça a changé ma vie complètement. En fait, l'idée pour moi, notamment dans le sport ou la compétition, ça peut aider à donner le meilleur de soi, mais c'est pas pour montrer qu'on est meilleur que les autres. Exactement. Et la frontière est fine, mais pour moi, j'ai toujours admiré le succès des autres. Parce que ça me motive. Ça ne te retire en rien du tien. Exactement. Ça me motive. C'est ta route à toi. Si on croit que la vie est un gâteau, on pense que si quelqu'un en mange plus, on en aura moins, mais justement, la vie n'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau. Parce que c'est souvent utilisé comme un gâteau. Non, c'est pas un gâteau. C'est ta route. Et puis, surtout, quelquefois, on se compare à quelqu'un, puis on ne connaît pas sa route à lui, tout ce qu'il a vécu, tous les efforts qu'il a mis pour arriver là. Est-ce qu'il a eu une enfance difficile? Est-ce qu'il a on ne sait pas, on voit que le résultat. On voit qu'est-ce qui est arrivé après la ligne d'arrivée. Il a la coupe dans les mains, mais on ne sait pas tout ce qu'il a fait avant pour gagner la coupe. Et même, on ne sait pas comment il est à l'intérieur. Exactement. Et moi, un des trucs aussi que je trouve essentiel, c'est que tu compares toujours. Quand tu te compares, tu compares le monde extérieur de l'autre à ton monde intérieur à toi. C'est vrai. Et en fait, là, tu es complètement biaisé parce que tu ne sais pas comment, même s'il est avec sa coupe, il se dit peut-être je suis une merde parce que ma mère, mon père ou quoi, enfin, on n'en sait rien. C'est vrai. De l'intérieur. Il est peut-être malheureux. Il est peut-être malheureux à l'intérieur de lui. Je suis sûr que tu en as croisé plein, j'en ai croisé plein. On a la chance de voir des gens qui ont réussi financièrement et qui sont malheureux, tristes comme la pierre, dans leur vie. Parce que justement, en fait, on parlait des boutons qu'on va chercher ou des blessures qu'on va chercher en soi, enfin que l'autre nous met une épée va toucher notre bouton rouge, en fait. C'est comme ça que j'appelle souvent. C'est ce que tu as ressenti aussi, tu dis donc tu as grandi des deux côtés, c'est en même temps compréhension de l'autre, mais aussi une
une compréhension de toi, une guérison de toi, justement. Aussi, quand tu aimes quelqu'un, quand tu es à l'aise, on dirait que ton inconscient relâche plein de blessures de ton enfance qui remontent et quelquefois tu mets ça sur le dos de ta partenaire et vice-versa. Ou dans l'engueulade, en fait, elle ne s'engueule pas avec toi. Elle s'engueule avec son père ou sa mère et vice-versa aussi. Donc ça, tu le réalises aussi, que tu recrées ou tu recrées les conditions pour revivre ces traumas-là. Ça aussi. Ça aussi, moi j'ai réalisé qu'il y avait un peu de ça aussi. Et je crois qu'elle aussi. Donc tu as pris la responsabilité de dire c'est pas elle qui la responsabilité, c'est pas de sa faute à 100%. Il y a aussi ma part. J'ai ma part dans tout ça. On a tous les deux notre part. Et c'est dur, le bassin d'hommes, plus une femme gagne de l'argent et plus elle monte dans la société, plus son bassin de population possible, d'hommes, de partenaires possibles diminue, rétrécit. Et c'est l'inverse pour un homme. Qu'est-ce que j'ai appris, mais je le crois vraiment, je dis, une femme naît avec de la valeur, un homme doit créer sa valeur. Et comment est-ce que tu vois justement l'évolution alors justement, comment est-ce qu'on peut continuer à vivre heureux ensemble pour toi? Qu'est-ce que Mais il faut déjà apprendre. Ça aussi, je trouvais ça étrange, puis c'est pire maintenant. Depuis qu'on a 13 ans, les mecs, on essaie de comprendre les femmes. Dans le sens de qu'est-ce que je peux faire pour séduire une femme? OK, elles sont comment? Elles sont ci, elles sont ci, il faut faire ça. Elles ont besoin de ci, ça. Et ce que je vois d'un autre côté, et j'ai déjà eu cette discussion avec certaines femmes, j'ai dit, est-ce qu'on vous apprend à séduire un homme? Ce qu'il faut faire, ce dont on a besoin, nous. Puis j'en pose la question, alors, un homme a besoin de quoi? Puis elle me balance un tas de trucs, je dis, non, c'est pas ça du tout. Oui, mais j'ai vu ça dans tel magazine. Non, c'est pas ça du tout. Demandez à un homme ce dont il a besoin. Demandez pas à votre copine ou à la journaliste. La journaliste. Ou sinon, il y a des exceptions, des femmes mariées depuis longtemps et qui sont très heureuses en couple. Et puis regardez ce qu'elles font. Pourquoi ça se passe bien? Qu'est-ce qui fait que tu te sens aimé par ta femme, toi? Premier truc, le respect. C'est hyper important pour... Qu'elle te respecte. Oui, mais pour les hommes, c'était hyper important. Non, mais pour toi, oui, pour moi, oui. Et puis en général, je crois, mais tu vas me dire, mais une femme aussi, on veut te respecter. Mais un homme, quand il sent qu'on lui manque de respect, ça l'affecte. Comment est-ce que tu te sens énormément? Mais que ce soit dans les commentaires, encore une fois, je vois déjà les gens qui écrivent, mais nous aussi, les femmes, quand on manque de respect... Un homme a besoin de loyauté, respect, de douceur, qu'une femme soit féminine, parce que tu n'as pas besoin de sentir une énergie masculine à la maison. Tu passes déjà ta journée à aller bosser et à te battre contre de l'énergie masculine toute la journée. Le soir, tu as besoin de douceur. Je ne veux pas être avec un autre mec à la maison. Je veux être avec une femme. Donc, j'ai besoin de douceur, de paix. Ma femme m'apporte la paix à la maison, de l'harmonie, de la paix. Moi, je pense aussi, un des trucs que j'ai le sentiment, c'est qu'aussi, elle me permet de donner le meilleur de moi-même sans être en compétition avec elle. En fait. Exactement, c'est ce que j'essaie de dire. Et d'être à son service aussi. Parce que c'est pas avoir la paix, je m'en fous et tu me sers. Non, moi, c'est aussi d'être là pour elle, juste parce que c'est elle et sans avoir à le gagner ou qu'elle est à nous prouver. Et je trouve que, justement, par rapport à ça aussi, j'ai rencontré beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui ont du succès et tout ça. Et elles ont d'autant plus besoin, elles me disaient, d'être féminines dans leur vie personnelle qu'elles sont déjà masculines dans leur vie professionnelle et tout ça. Donc, il ne faut pas se tromper non plus. En fait, cet équilibre masculin-féminin, c'est subtil parce que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux dans une alchimie
assez particulière où on est parfois plus masculin dans la journée, parfois plus féminin le soir. Enfin, mais donc c'est un jeu subtil dans le couple. Le soir, ils ont besoin que le mec soit quand même solide. Présent. Et le mec qui comprend pas ça, il se dit, bon, elle est masculine, ça va, je connais, masculin, on continue. Mais ça nous épuise, comme tu dis tout à fait bien. Ça épuise la relation. Tu dirais que on parlait de bonheur en commençant tout à l'heure. Quelle est la part pour toi de te sentir heureux? Quelle part revient au fait d'être heureux en couple dans ton bonheur global? Tu pourrais faire une... La part, oui, bon, le bonheur, déjà, je suis responsable de mon bonheur. Ça aussi, en vieillissant, tu l'apprends que c'est toi qui es responsable de ton bonheur. C'est un choix. Mais j'ai vu aussi, quand ça se passait moyen entre elle et moi, que j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Donc, le bonheur du couple, tu réalises que c'est la moitié. En tout cas, pour moi, c'est... Pour toi, c'est la moitié. C'est la moitié, oui. Le bonheur dans mon couple, que ça se passe bien, c'est la moitié de mon bonheur. Au Canada, c'est plus compliqué, enfin, ou différent. Je me souviens qu'il y a quelques années, ma fille a été étudiée au Canada, et elle me disait qu'il y a des copains, elle avait des jeunes Français qui arrivaient faire des études là-bas. Au des 3 premiers mois, ils se faisaient draguer dans tous les sens, ils étaient tout contents, c'est génial, on n'a rien à faire, il faut pas qu'on drague et tout, on se fait draguer tout le temps. Et au bout de 2 mois, ils disaient, mais merde, en fait, j'aimerais bien pouvoir draguer aussi, j'aimerais bien chasser. La liberté de pouvoir aussi chasser. Il y a l'inverse, il y a les filles françaises qui arrivaient au Québec qui disent « Ah, mon Dieu, enfin, il n'y a pas de relous dans la rue qui font « Maman, je te parle et tout. Ah, j'entends pas de... C'est quoi ton 06? C'est pas ton 06, je me fais pas draguer tout le temps quand je vais au fitness. Ah là là, c'est... » Puis 6 mois après « Mon Dieu, je suis moche. Il n'y a pas un mec qui me parle. Il n'y a pas un mec qui me parle, je suis au Québec. Les mecs me respectent. Au Québec, les mecs me respectent. Qu'est-ce que arrêtez de me respecter? Dites-moi que je suis belle. Juste quand je marche dans la rue, juste un qui me fait t'es bonne. Juste une fois par jour. Donc, c'est vrai, c'est compliqué de trouver l'équilibre. On n'est jamais content. C'est compliqué de trouver le bon équilibre. Oui, tout à fait. Cette harmonie qu'on peut avoir justement dans le respect et en même temps dans garder ce jeu de la séduction et tout ça. On a été trop loin, on en a parlé un petit peu justement avec les MeToo, balance son pas et tout. Oui, balance son pas, puis la fameuse masculinité toxique que je peux plus entendre, ça n'existe pas, la masculinité toxique, c'est t'es toxique ou pas. Parce qu'il y a la féminité toxique alors aussi. Donc c'est des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui ne le sont pas, mais la masculinité toxique, voilà, ça m'irrite quand j'entends ça, parce que cette fameuse masculinité toxique, on est content quand il y a un feu, que les pompiers doivent entrer, et puis le côté bien, puis le policier, quand t'as un problème, puis un policier qui vient, puis quand t'as besoin de faire ci ou ça, les boulots les plus dangereux, ce sont des hommes très virils qui les font. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. C'est l'électricité, donc il y a des femmes toxiques, des hommes toxiques, ce sont des personnalités, mais il n'y a pas une masculinité toxique. En fait, je pense que ça peut venir, cette confusion-là, vient qu'on a confondu la protection et la dominance. En fait, je pense que le côté masculin a envie d'être protecteur vis-à-vis de sa chérie. Totalement. Mais quand tu ne comprends pas ça et que tu n'as pas confiance en toi, tu deviens dominant en disant « tu vas être heureuse maintenant » et tu imposes le fait. Mais quand tu protèges, en fait, tu fais passer les intérêts de celui que tu protèges avant les tiens. Alors que quand tu domines, tu fais passer tes intérêts à toi avant les siens. Et c'est là où ça amène énormément de confusion. Ou protection, oui, domination, non. On est totalement d'accord. C'est dans cette confusion-là dans laquelle on est. Et c'est inné chez l'homme, je crois, c'est de vouloir protéger et de vouloir pourvoir aux besoins de la personne qu'il aime ou de sa famille. Ça rend un homme heureux. Sans l'imposer. Sans l'imposer, voilà, exactement. Ça rend un homme heureux de protéger sa famille et de pourvoir aux besoins de sa famille. Et ça aussi, ça me rend fou dans la société de voir qu'on fait tout pour nous diviser de plus en plus. Et on le voit, on le voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui décident d'avoir des enfants seules. Je trouvais ça, autant je trouvais ça horrible les hommes qui abandonnaient leur famille, et je trouve ça aussi horrible des femmes qui font des enfants seuls. Parce que des deux côtés c'est égoïste, et c'est l'enfant qui paye. L'enfant il a besoin d'un père, l'enfant il a besoin d'une mère, il a besoin des deux.
Il a besoin des deux pour être équilibré. En tout cas, il a besoin de deux parents qui l'aiment. Ouais. Voilà. Et si en plus les parents peuvent s'aimer, c'est génial. On s'en fout. Oui, mais surtout si les parents peuvent s'aimer, c'est formidable. J'ai vu, je crois, un de ces sketchs où il disait, en fait, les relations de couple sont quand même toujours un peu biaisées parce qu'en fait, si papa a un problème, c'est le problème de papa. Si maman a un problème, c'est le problème de toute la famille. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Quand maman a un problème, tout le monde a un problème. Quand papa a un problème, c'est juste papa qui a un problème. Quand maman a un problème, c'est toute la famille qui a un problème. En même temps, j'ai aussi, il faut admirer, j'admire ce que ma femme fait aussi, tout le travail qu'elle fait, et puis je la remercie aussi. Ouais. C'est hyper important dans le couple d'être reconnaissant du travail de l'autre, de ce que l'autre fait. Très important. Et autant l'homme aussi en a besoin, la femme en a besoin aussi. Et puis j'ai l'impression que nous, on en a besoin aussi. On a besoin que notre femme le dise en public aussi. Qu'elle dise à mon homme, mon homme, il me fait ça, mon homme, ça, tout de suite, on est prêt, on est prêt à tuer des dragons, on est prêt à escalader des montagnes. Une fois notre femme le dit en public, qu'est-ce qu'il est fort, mon homme, là, allons-y. Parce que le masculin se définit par sa compétence, et donc il a besoin d'être reconnu dans sa compétence. Le féminin est plus intérieur et reconnu plus par ses émotions et son ressenti, donc elle a besoin d'être reconnue là-dedans aussi. Et donc c'est important pour un homme, justement, quand sa femme va moins bien ou quoi, d'être totalement respectueux de ses émotions et de ses sentiments. Exactement. C'est comme ça qu'on est heureux. Exactement, qu'elle apprécie, on est prêt à tout. C'est simple pourtant, mais c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On complique tout avec. On complique tout. C'était génial de papoter avec toi. Mais vraiment, vraiment toujours un plaisir. Très sympa. Déjà dans la vie, j'adore discuter avec toi. Ta sagesse. J'ai passé de belles soirées. Et ton ouverture d'esprit. Et merci de m'avoir invité. Votre continuation. Numéro 2 après Mesmer. Voilà.